Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Anna Cerquera. Salut Anna, bienvenue sur Veto Micro. Salut Colline, merci de me recevoir et de m'écouter. Oui, avec grand plaisir. En préparant cette interview, Anna, ça a été l'occasion pour toi de revenir sur ton parcours. Et une chose en est ressortie, c'est cette impression que la vie t'a ouvert des portes pile au moment où tu en avais besoin. La première porte que la vie t'a ouverte, ça a été d'être tirée au sort pour pouvoir faire tes études à l'université de Liège en Belgique. Et tu as obtenu là-bas ton diplôme en 2016. Suite à ça, tu vis ta première expérience de vétérinaire praticienne en Corse. Et c'est un an extrêmement challengeant. En 2017, il y a une autre porte qui s'ouvre. La clinique vétérinaire du Moulin te téléphone pour proposer un poste et tu as l'impression d'avoir touché le jackpot puisque c'est la clinique de tes rêves où tu as passé énormément de temps depuis que tu as 12 ans. Tu vis dans cette clinique 6 mois de rêve absolu jusqu'à un accrochage avec l'une des associées. Et suite à ça, pour toi, ce sera plus jamais pareil. Tu perds complètement ton engouement, ton envie de te donner à fond pour cette structure. Et finalement, tu finis par démissionner après 2 ans de travail là-bas. La porte suivante se présente quand tu reprends contact avec un vétérinaire que tu as rencontré au cours de tes débuts à la clinique du Moulin pour lui demander si peut-être il connaîtrait pas quelqu'un qui cherche à recruter. Et là, il te dit que lui-même s'apprêtait à poser une annonce. Alors, ni une ni deux, tu décroches un nouveau job où tu vas passer 4 ans. Et tu dis que même si c'est pas tout rose tous les jours, c'était vraiment une belle collaboration. Et pendant ces 4 années, tu reprends goût à la pratique et tu retrouves confiance en toi. En 2023, une autre porte s'ouvre puisqu'un vétérinaire du village d'à côté part à la retraite. Et là, tu te dis, ça y est, c'est le moment, je passe à la tête de ma propre structure. Bien sûr, entre-temps, tu t'es posé plein de questions, mais finalement, c'est le 1er janvier 2024 que tu reprends officiellement les rênes. Tu dis que les 2 premières semaines ont été les pires de ta vie et que tu n'étais pas du tout préparé à ça et que d'une certaine manière, on n'est jamais vraiment préparé à ça. Mais petit à petit, ça se calme, tu prends confiance en toi et tu as autour de toi une équipe extraordinaire. Et surtout, aujourd'hui, tu te dis que tu as créé ton job sur mesure, comme un costume, et que tu t'y sens bien. Une des choses qui t'anime le plus dans la vie, c'est de mener des projets dans le but d'améliorer les choses. Et parmi toutes les manières que tu as trouvées dans ta vie de nourrir ça, tu as notamment rejoint le Conseil de l'Ordre du Grand Est depuis juin 2023. Dans la vie, tu aimes également transmettre et une des manières dont tu le fais aujourd'hui, c'est de donner des cours à l'école d'ASV. J'ai envie de terminer cette introduction en te citant. Tu as dit en préparant l'interview, « J'aimerais bien que cet épisode aide les jeunes vétos à s'accrocher à notre profession, même si elle paraît difficile, trop difficile au début. » Alors sans plus tarder, Anna, on va passer à la première question traditionnelle dans ce podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors, moi, j'ai voulu être vétérinaire, je pense pas pour les mêmes raisons que toutes les autres personnes qui ont voulu devenir vétérinaire. J'ai voulu faire vétérinaire parce que j'aime la biologie et j'aime comprendre le fonctionnement de l'organisme. C'est vraiment quelque chose qui me fascine, le fonctionnement des cellules, comment avec des molécules on peut interagir avec le corps et puis modifier des choses. C'était quelque chose qui me fascinait déjà depuis toute petite. Et d'ailleurs, j'ai hésité entre faire médecine et faire vétérinaire. Et premier mauvais choix de ma vie, j'ai dit moi je veux faire vétérinaire parce que j'aime pas les gens. Erreur. Erreur parce que
En fait, on Petite avait erreur. beaucoup plus à faire aux propriétaires, Ouais. et c'est quand même le social, la partie sociale de notre job, c'est quand même, prépondérant, heu et je pense que c'est ce qui a fait que mes débuts étaient assez compliqués et je pense que j'ai très mal vécu notre métier, sur mes premières années. Mmh. Je pense qu'il s'est pas passé une année où je me suis pas dit justement, je «Qu'est-ce que je fais là? Je Mmh. peux pas être vétérinaire, il faudrait que je fasse un autre job, c'est pas fait pour moi». OK. Heu, ouais, c'était très dur. Tu dis que tu as hésité entre médecine et vétérinaire. À quel âge est-ce que tu as fait le choix? Tu te souviens? J'ai fait le choix quand j'avais 14-15 ans. Ah ouais, OK. Qu'est-ce qui t'a permis de basculer? Il y a vraiment ce truc de, j'ai pas du tout envie d'être au contact avec les gens ou il y avait autre chose, de plus? En fait, j'ai hésité avec beaucoup de métiers. J'ai OK. hésité avec avocat, institutrice, enfin vraiment des trucs qui n'avaient strictement rien à voir. Et puis à un moment, je me suis dit: «Non, c'est la médecine et la science qui m'intéressent le plus». C'était les cours qui m'intéressaient vraiment le plus, la science. OK. Et après, bah, effectivement, j'ai hésité entre médecine et vétérinaire et puis en fait, je me suis dit: «Non, non, la patience, le contact avec les gens, c'est vraiment pas mon truc, moi je veux Mmh. faire vétérinaire, je serai avec des animaux, je serai tranquille». Perdu! Et OK. Et comment ça se fait que tu as fait, comme on dit, tu as candidaté pour être tirée au sort pour aller en Belgique? Comment tu en es venue à faire ce choix? alors, je me souviendrai toute ma vie, j'étais au lycée et je parlais de ça avec mon prof de maths Mmh. et il m'a dit: «Mais tu sais, vétérinaire, c'est quand même vachement dur en France, sinon tu peux aller dans d'autres pays où l'accès à l'école est un peu plus simple, qu'en France». Et du coup, je lui ai dit: «Non, non, mais moi je veux essayer en France, je veux commencer par ce qui est le plus dur». Mmh. OK. Et mais pourquoi faire simple? Et donc du coup, j'ai postulé en prépa, véto, enfin en prépa BCPST. J'ai fait la première année, c'était horrible. J'étais, 3e de ma promo, mais en partant de la fin. Bienvenue à des grands 37/40. Donc du coup, je me suis assez rapidement, rendu compte que ça allait pas le faire et puis c'était l'horreur, en fait. C'était vraiment, hyper difficile. J'ai perdu confiance en moi, j'avais vraiment l'impression d'être une merde. Je suis sortie de la prépa, mais détruite psychologiquement en me disant que j'étais nulle, que, OK. un cursus plus basique, j'arriverais pas à le faire, que Mmh. par exemple un CAP, sans vouloir dénigrer les CAP, hein, c'est pas du tout le but de cette phrase-là, mais que, j'étais pas capable, d'obtenir un diplôme, peu Mmh. importe, lequel c'était, quoi. OK. Et donc je suis passée quand même en deuxième année, et j'ai postulé, du coup en Belgique au tirage au sort. Donc j'ai fait une semaine de la deuxième année où Mmh. je pleurais tous les matins en allant en allant au lycée dans la voiture. Et du coup, oui, vraiment on était 3 à avoir, postulé pour la Belgique et OK. j'ai été la seule à être tirée au sort. C'était vraiment incroyable, c'était un sentiment de libération. C'était comme si le bon Dieu m'avait entendue, avait entendu ma prière et avait vu que j'avais plus aucune solution et que Mmh. c'était ma seule solution pour pouvoir réaliser mon rêve. Et du coup, ouais, ça s'est fait, ça s'est réalisé, que pour moi, du coup. OK. Donc tu as fait une semaine en prépa et tu as été tirée au sort pour aller en Belgique, tout de suite? Ah, j'ai fait la première année et Oui, j'ai fait une pardon. semaine de la deuxième année, ouais. Oui, 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 excuse-moi, je me suis mal exprimée, mais j'avais bien entendu que tu as fait une année complète Oui. en prépa. Juste en termes de logistique et à cette époque-là, tu as quoi? Tu as 19 ans, 2e année de prépa, quelque chose comme ça. Ouais. Tu dois filer direct, prendre toutes tes affaires et foncer en Ah ouais, Belgique, ah ouais. OK. Parce qu'on a eu ça aussi, je pourrai jamais oublier, on a eu les résultats du tirage au sort et 3 jours après, c'était la rentrée. Ah Donc en ouais. fait, on a eu 3 jours avec mes parents pour trouver un appart et organiser le déménagement. Et je me souviendrai quand je suis arrivée dans la voiture, ma mère est venue me chercher. Je suis arrivée dans la voiture et je lui dis: «J'ai été tirée au sort en Belgique». Et elle me fait: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Et j'ai trouvé ça débile comme question, j'ai fait: «Mais on y va,
de Dieu! Bien sûr qu'on y va. Et donc, du coup, on n'a même pas eu le temps de réfléchir. Ça s'est fait tac, tac, tac et Mmh. voilà. Du coup, ça a été OK. le début d'une merveilleuse, aventure. Ouais. Tu Ouais. gardes ce souvenir-là de tes années d'école en Belgique? Une merveilleuse Ah aventure? Ouais. ouais. C'était très, très dur. Je peux pas dire autrement, mais c'est là où j'ai tissé des liens, incroyables et puis Mmh. j'ai découvert ce que je rêvais d'apprendre. Mmh. Depuis des années, je rêvais d'apprendre tout ce que j'apprenais au quotidien, donc c'était magique. Ouais. Tous les jours, je m'enrichissais, je découvrais de nouvelles choses, et c'était incroyable. Les seules périodes que je vivais très mal, c'était les examens. Ça, OK. c'était affreux. Je perdais du poids, je mangeais pas, je pleurais, et c'était un cercle vicieux parce que je révisais, je voyais que j'étais à la bourre, donc je me mettais à pleurer, puis je m'énervais parce que je me disais: «J'ai pas le temps de pleurer, il faut que je révise», et c'était affreux jusqu'au jour où, j'ai fait de l'hypnothérapie Mmh. pour OK. m'aider à gérer le stress. Alors Ouais. j'y croyais pas du tout, hein. J'étais vraiment sceptique, mais ma mère, elle aime bien un peu tout ce qui est un peu chelou comme ça, donc hein, je l'ai laissé me convaincre et je suis allée faire de l'hypnothérapie et en fait, ça a été mais révélateur. J'ai fait Mmh. 2 séances et la première séance, c'était vraiment, de l'hypnose pure et dure. Ça a pas fait grand-chose et la deuxième séance, par contre, elle a eu des phrases déclic en me disant: «Mais est-ce que ça vous plaît ce que vous faites?» Et je me dis: «Bah oui, bien sûr que ça me plaît. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est normal, oui, ça me plaît». Et elle me dit: «Mais oubliez que vous avez une échéance et oubliez que vous avez un examen au bout et puis reconcentrez-vous sur le plaisir d'apprendre». Et du coup, je me suis dit: «Mais c'est vrai, en fait. En Mmh. en révisant, j'oublie mon plaisir d'apprendre ce que j'apprends alors que ça Mmh. me passionne, que j'adore ça». Et en fait, je me suis complètement, libérée, j'ai lâché prise sur cette échéance qui me faisait, horriblement peur de l'examen Ouais. pour, me recentrer sur le plaisir. Et ça, c'est une petite technique que des fois, j'utilise aussi quand je suis dans le stress ou quand je suis dans le dur, dans ma vie quotidienne, j'essaye d'oublier l'échéance qui me fait peur, ce qui me stresse et j'essaie de me recentrer sur le plaisir. Ça marche plutôt bien. J'avais fait un stage, ma dernière année, j'avais fait un stage, à l'île Maurice. Et ça m'avait bien plu, la vie insulaire et j'avais envie d'être au soleil. J'avais pas tout de suite envie de revenir en Alsace, dans le froid et du coup, bah, j'avais vu ce poste. En fait, j'avais écumé les annonces, je sais plus si c'était VetoJob à l'époque. Enfin bref, ça n'a pas d'importance, mais j'ai écumé les annonces, puis d'un coup, j'ai vu cette, annonce qui me paraissait, parfaite, qui cochait toutes les cases que je recherchais. OK. C'était, une clinique, en Corse, donc soleil check. C'était une clinique assez grande, il y avait, 8 vétérinaires et parmi eux, il y avait un CES ortho, un CES dermato, un CES, ophtalmo, OK. et c'était, pour faire de la mixte, donc de la canine et il y avait écrit, équine, à développer. Donc moi, j'étais chaude comme une baraque à frites, je les ai appelés et je dis: «Ouais, c'est pour moi, je suis la personne qu'il vous faut. Mmh. Je suis hyper motivée, j'ai pas peur de bosser et tout, les gardes, ça me fait pas peur, l'équine à développer, ça me va», parce que j'avais eu beaucoup de chance quand j'étais étudiante, j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages et OK. notamment à la clinique du Moulin où, ils m'ont appris, vraiment beaucoup de choses et du coup, je me sentais déjà assez à l'aise, à ma sortie de diplôme pour pouvoir prendre un job, direct sans passer par la case, internat. Trop C'est bien. vraiment incroyable. J'ai fait des stages, du coup avec des vétos qui m'ont appris à faire des prises de sang, poser des cathéters, sonder des chevaux, enfin palper des chevaux, j'ai vraiment tout appris chez eux et du coup, je les remercierai jamais assez pour tout ça parce qu'ils ont fait, en sorte que j'étais assez, sûre de moi ou inconsciente, je sais pas, mais pour prendre, mon premier poste avec confiance, au OK. départ. Trop bien. Et au final, comment ça se passe, cette expérience en Corse quand tu arrives là-bas? Ouais, du coup, j'ai postulé, et en fait, ça a été très compliqué. Je suis arrivée dans une équipe où,
Il y avait de la tension entre les associés, donc il y avait une ambiance qui était déjà pas top top. Donc il y avait 4 associés, Mmh. un couple et ensuite 2 hommes. Et la clinique était sur 2 sites différents. OK. Et donc du coup, les salariés étaient partagés entre les 2 sites. Il y a eu un des associés qui a eu des attitudes qui m'ont beaucoup déstabilisée et qui ont énormément fragilisé ma confiance en moi. Mmh. Parce qu'au début, j'étais jeune, j'étais motivée et je pense que j'étais un peu naïve, dans le sens où hem, je voyais pas le mal dans les attitudes des autres, parce que j'avais toujours l'impression que même si on était dur avec moi, c'était toujours pour m'apprendre quelque chose. OK. Parce qu'en stage, ça a souvent été comme ça. J'ai eu des Mmh. vétos qui étaient durs et qui étaient exigeants avec moi. Mais par contre, ça m'a toujours servi et je sais qu'ils étaient durs pour que je donne le meilleur de moi-même et que j'apprenne vite et que je sois une bonne vétérinaire plus tard. Ouais. OK. Donc du coup, le schéma, au début ne m'a pas trop dérangée, parce que je me suis dit que c'était dur, mais que c'était normal et que j'allais apprendre et qu'il allait me transmettre des choses. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendue compte que, il y avait aucun but pédagogique derrière tout ça. OK. Donc pour citer des exemples, c'était par exemple, j'étais en consultation et j'examinais un chien. J'ai un exemple très clair en tête d'ailleurs, j'avais un cavalier King Charles de 4 ans qui venait pour diarrhée et vomissement. Le chien était en forme, il continuait de manger et quand je demande au propriétaire s'il y a eu des changements dans l'alimentation, ils me disent: «Bah, il a éventré la poubelle». Alors je dis: «Ah bah, ça vient peut-être de ça». Mmh. Hem Et j'étais en train de prendre la température du chien pour terminer mon examen et en fait, mon patron rentre dans la salle de consulte. Il me prend le thermomètre des mains et puis moi, du coup, je reste à côté parce que je me dis: «Bah, s'il rentre dans ma consultation et qu'il me la reprend, c'est que peut-être, je passais à côté de quelque chose et peut-être, il y a quelque chose que je devais faire mieux». Donc je reste pour observer et en fait, il parle avec les gens mais comme si j'étais pas là. Puis d'un coup, il se tourne vers moi, il voit que je suis là, il me dit: «Qu'est-ce que tu fais là? Il y a du monde en salle d'attente, hein». Alors du coup, je dis: «Ah, ben, c'était ma consultation». Il fait: «Oui, bah, il y en a d'autres, hein, en salle d'attente». OK. OK. Donc je suis sortie et puis moi, j'avais déjà commencé presque à rédiger mon ordonnance et j'avais dit aux gens: «Bah, voilà, c'est pas très grave, on attend juste encore qu'il y ait la température qui soit prise, mais il y a de grandes chances qu'il digère pas ce qu'il a mangé, dans la poubelle, donc voilà, vous allez avoir ça, ça, ça comme traitement et cetera». Donc je sors, j'obéis, je sors, je vais prendre les prochains patients, et puis, d'un coup, je ressors et je vois les gens qui attendent en salle d'attente et du coup, je leur dis: «Ah, bah, vous êtes encore là?» Et ils me disent: «Oui, oui, il fait une prise de sang, pour vérifier que ce soit pas, un problème au rein». Mmh. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que tous ces petits comportements, ils avaient rien de très sain et de très pédagogique parce que même avec ma petite expérience, je me rendais bien compte qu'un cavalier King Charles de 4 ans qui a un appétit conservé et qui, a un historique où il a éventré la poubelle quelques jours, plus tôt, il y avait aucun intérêt à rechercher, un problème, rénal, si ce n'était que de me décrédibiliser, vis-à-vis des propriétaires. Mmh. Ça a été une petite guerre, psychologique comme ça, pendant 1 an où j'ai toléré, subi un peu des comportements comme ça qui m'ont beaucoup fragilisée dans ma confiance en moi et puis, bah, clairement ça te dégoûte du métier, quoi. Ça Ouais. te ça te plombe complètement. Tu te dis: «Ben, c'est déjà assez difficile comme ça pour pas se rajouter ça». Ouais, c'est Donc sûr. heureusement, j'ai eu le soutien des 2 autres, associés OK. que je suis allée voir en leur disant que ça allait pas du tout et que j'avais envie de chialer tous les soirs quand je rentrais de la clinique et tout et que je pouvais plus continuer comme ça. Donc ils ont fait une réunion, ils ont dit: «Bon, ben, Anna désormais elle ira plus dans la 2e Mmh. structure, elle va rester dans la première». Donc j'ai encore fait 15 jours à faire, les allers-retours entre les 2 puis après je suis restée dans la première.
Et en fait, quelque temps après, j'ai la clinique du Moulin qui m'a contactée. Donc du coup, je suis partie de la clinique pour aller rejoindre la clinique du Moulin. OK, donc ce qui a motivé ta démission, ça a été, l'ouverture du poste pour toi, enfin la proposition du poste pour toi à la clinique du Moulin, mais pas tant que, tu pouvais plus encore. Ça a été très difficile, tu en as parlé, ils ont aménagé l'environnement pour que tu sois plus au contact, de cet associé avec qui c'était trop difficile pour toi et mais tu penses que tu serais restée si tu avais pas eu cette opportunité à la clinique du Moulin? Je sais pas. OK. Je pense que j'avais une de mes collègues salariés avec qui je m'entendais plutôt bien, et je pense que si j'étais restée, on aurait peut-être monté un truc toutes les deux. Ou enfin, d'ailleurs, elle me l'a dit quand je suis partie. Elle m'a dit: «Mais pourquoi tu t'en vas? Tu me laisses ici toute seule?» Mmh. On aurait pu faire quelque chose. Et voilà, ça a été un peu difficile aussi de la laisser, parce que, tous les salariés, on était un petit peu tous dans cet état d'esprit, parce qu'on avait toutes un petit peu vécu ce genre de comportement-là à la clinique. Donc oui, peut-être que je serais restée. Je saurais pas te dire. Ouais. OK. Bah, l'histoire, en a voulu autrement. Tu te souviens, où t'étais quand t'as reçu le coup de fil? Oui, Tu peux nous j'étais raconter? à la OK. j'étais à la clinique, et c'est Benoît qui m'a téléphoné, et qui m'a demandé si j'étais intéressée de revenir en Alsace. Mmh. Et du coup, j'ai dit: «Ben, pourquoi pas? Tu as quelque chose à me proposer?» Donc il m'a dit: «Bah oui». Va au bout de ton idée. Il m'a dit: «Oui, bah oui, Claire est enceinte, et donc du coup, on cherche quelqu'un pour remplacer son congé maternité, puis ça déboucherait sur un CDI parce qu'on aimerait créer un nouveau poste derrière et tout». Donc du coup, j'ai pas réfléchi 2 secondes, hein, je lui ai dit oui tout de suite, hein. Tout de Ouais, suite. le jour J, au téléphone, quoi. Ah oui, tout de suite, je lui ai dit oui, tout de OK, suite. J'étais sûre, je savais que c'était pour moi. trop bien. Et là, la transition, elle se fait comment? Si tu prends, tes clics et tes claques et tu pars en Alsace, ça prend combien de temps, de faire ça, concrètement? J'arrive plus à me souvenir si j'avais 3 mois de préavis ou si j'avais plus qu'1 mois de préavis. OK. Je me suis pris 15 jours de vacances sur place, et puis bon, je crois que je sais plus si 1 mois ou 3 mois après, je me souviens plus. Ça, par contre, je t'avoue que je me souviens plus. OK. Et comment ça se passe alors les débuts là-bas? Et ben, au début, je kiffe, je kiffe à mort. C'est comme quand j'étais stagiaire, sauf que I am in charge. Mmh. Et du coup, je suis investie, mais à 2000%. Je compte Mmh. pas mes heures, je fais plus que mon boulot. J'ai vraiment la sensation d'apporter ma pierre à l'édifice. Je propose des nouvelles choses, j'essaye d'améliorer ce qu'il y a à améliorer. Je propose mon aide pour soulager, dès qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, je suis toujours en train de demander: «Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux aider?» Je prends des initiatives. J'étais vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau, j'étais trop heureuse. Alors j'étais très stressée parce que, du coup, la clinique du Moulin, c'est quand même une structure de référé. Ouais. Donc tu as des vétos qui t'envoient des cas. Et tu vois, toi, tu as 1 an de pratique dans les pattes, et tu as des mecs qui ont 15-20 ans de pratique, puis qui t'envoient des cas parce qu'ils arrivent pas à gérer eux. Donc au début, tu as quand même un gros syndrome de l'imposteur. Ouais. Après, j'étais quand même assez soutenue et assez entourée. Il y a toujours quelqu'un pour te donner un coup de main, pour te conseiller, pour venir checker un cheval quand tu as un doute, et cetera. Ouais. Mais c'est une grosse responsabilité. Tu bosses avec des chevaux de sport, tu bosses aussi avec des chevaux de loisirs, mais en Corse, j'avais quasiment que des chevaux de loisirs. Donc tu pas cette pression du succès ou de l'échec, enfin, en tout cas pas autant. Ouais. Surtout qu'en Corse, on n'a pas de structure pour opérer, donc en gros, sur une colique, tu pas tellement de stress à te faire, hein. C'était soit ça passait en médical, soit ça passait pas du tout, donc c'était pas des gros challenges. Mais là, du coup, je me retrouvais dans une structure de référé où j'avais
j'avais moi la décision entre les mains de dire, OK, ça c'est une colique chirurgicale et de convoquer, tout le staff pour la chir, ou de prendre la décision que c'était, une colique médicale et que ça devait se gérer en médical. Donc ça, c'était assez dur, c'était très stressant. Ouais, La clientèle est très exigeante, aussi, donc c'était très difficile. Mais j'ai été accompagnée, je pense autant que c'était possible. ouais. Parce qu'après la difficulté en équine, c'est que surtout quand tu fais une partie d'itinérante, bah, quand tu es dans la voiture, tu es tout seul avec toi-même, hein. Mmh mh. Si tu as de la chance, tu as quelqu'un qui peut t'aider au téléphone. Le problème du téléphone, c'est que ça te décrédibilise aussi, face à la clientèle, donc il faut quand même essayer de te débrouiller, le plus possible, mais ouais, c'était pas du tout le même boulot, pas du tout. OK. Mais c'est quand même 6 mois de kiff. Les 6 Absolument. premiers mois, Et c'est tu es puis hyper stressée, mais tu es vraiment très contente de ce que tu vis, quoi. ouais, tout le monde, enfin j'ai été bien intégrée, enfin je peux même pas dire ça parce que, ben, moi, Alain, je le connais depuis que je suis toute petite, j'ai été à l'école primaire avec son fils, enfin Mmh. donc c'était même pas une intégration puisque je faisais déjà partie des meubles, en fait, Ouais. après, je me souviens de beaucoup de bienveillance au début, je me souviens que d'un truc qui m'a beaucoup touchée, c'est Benoît, il m'a téléphoné. Ça faisait 15 jours que j'avais commencé à bosser et puis Benoît m'a téléphoné pour, prendre de mes nouvelles, alors qu'on se croisait tous les jours au boulot, tu vois? Mais pour savoir, comment ça se passait, comment je vivais l'intégration, Mmh. s'il y avait des choses qui étaient difficiles et tout et en fait, j'ai trouvé ça, vraiment chouette, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, de me dire qu'il était, soucieux et que ça lui tenait à cœur de savoir que j'étais bien intégrée et que je prenais mes marques et tout, donc j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette. Trop bien. Malheureusement, ça a pas, duré. Tu peux, nous dire, ce qui a un des éléments, qui a contribué à ce que, le coup de cœur et le kiff, finissent par se transformer? Ouais. Alors j'ai une associée avec laquelle, ça s'est pas bien passé, mais en fait vraiment du jour au lendemain. Mmh. En fait j'ai voulu, on m'avait proposé de faire des gardes, à l'hippodrome de Wissembourg et c'est une autre véto itinérante qui m'avait proposé, ça, d'aller faire les gardes avec elle à Wissembourg, juste une journée comme ça, payée en sup du coup. Et donc j'en ai parlé avec les associés pour savoir s'ils étaient d'accord que je le fasse parce que, bah, du coup, pour pouvoir faire cette journée-là, il me fallait une couverture, de Mmh. RCP Ouais. et donc du coup, il fallait que la clinique soit d'accord, de me faire une extension, de la RCP pour, que je sois couverte sur cette journée où du coup, je ne bossais pas pour la clinique, je bossais, pour moi directement. Et donc du coup, bah, les 2 associés, m'ont dit, «Oui, OK, pas de souci» et puis, la troisième associée m'a dit, «Bah, non, moi je suis pas d'accord, si tu veux être payé plus, ben, faut que tu travailles plus, et puis, méfie-toi de cette véto, elle te veut pas que du bien», et en fait, j'ai j'ai trouvé ça déplacé déjà de juger mes relations confraternelles avec, cette véto-là. C'était pas correct, c'était pas le but, c'était pas le moment ni le lieu de le faire, enfin, c'était pas approprié. Et puis, je m'étais tellement donnée pour, cette structure, même quand j'étais stagiaire, hein. Je venais la nuit, je venais le week-end, Mmh. je venais, ils avaient besoin de moi, j'étais là. Dans les 5 minutes qui suivaient, j'étais là et même mes 6 premiers mois de salariat, je faisais quand j'avais pas de consulte, je faisais du rangement, je faisais du nettoyage, tu vois? J'aurais très bien pu, m'asseoir devant un ordi, et scroller, mais non, en fait, mon but, c'était que mon temps à la clinique soit utile, qu'il serve à quelqu'un d'autre, que je fasse des choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand c'est les moments de rush et cetera et je voulais pas être payée à rien foutre. Vraiment ça, Mmh. c'était je voulais pas être payée à rien faire et du coup, je me suis dit: «Mais en fait,
tout ce temps que j'ai engagé pour eux et que j'ai donné pour eux, du coup, je le reçois pas en retour, quand j'ai besoin d'un Mmh. service. Parce que pour moi, ça me paraissait pas être un service, phénoménal que je demandais. OK. Peut-être que maintenant, avec le recul, tu vois, en me disant: «Ben, maintenant que je suis patronne et est-ce que j'accepterais d'engager ma RCP, de prendre le risque, d'engager ma RCP sur un acte, que mon salarié veut faire en dehors de son travail?» Franchement, j'en sais rien. Peut-être, OK. peut-être pas. Mais sur le coup, je l'ai vécu comme une injustice et du coup, je me suis un peu renfermée sur moi-même et ça a pas duré trop, trop longtemps, mais je me suis un peu renfermée sur moi-même et en fait, ça a été le début de la fin. Parce qu'ensuite, du coup, c'était, tous les jours des reproches, tous les jours cette associée-là, elle m'a pas lâchée, en fait, vraiment. Mmh. Ça a eu quoi comme effet, sur ton envie de t'investir et toute l'énergie que tu avais à mettre, au service de cette structure? Et ben, du coup, tu vois, ça m'a rappelé, mon poste en Corse. Je me suis dit: «Oh non, pas une deuxième fois». Mmh. Donc mais j'avais déjà essayé de gérer ça en Corse, hein, j'étais allée voir, l'associé en question avec qui j'avais eu des problèmes et je suis allée le voir en lui disant: «Par contre, la manière dont vous faites ça, ça me convient pas». Donc là, j'ai voulu faire la même chose, et puis, en fait, j'ai pas été soutenue, mais alors sur le coup, je l'ai vraiment vécu comme ça, que comme Mmh. quoi j'ai pas été soutenue. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai pas été soutenue dans la manière dont je l'attendais à ce moment-là. OK. Parce que je suis allée voir le plus ancien des associés en lui disant que, en fait, je venais le matin avec la boule au ventre parce que, tous les jours, à chaque fois que je prenais une décision, que je faisais quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'à chaque fois, ça allait être, un prétexte pour pouvoir, m'en mettre plein les dents, pour pouvoir me faire des remarques, des reproches, Mmh. et ça me tétanisait complètement, il y avait des fois où j'osais même plus prendre certaines décisions et tout et j'étais vraiment paralysée par ça et donc je suis allée voir un des plus anciens associés en lui disant: «Bah, voilà, il se passe ça en ce moment avec tel associé, mais ça me fait beaucoup de mal, je le vis très mal, j'ai mal au ventre», et du coup, il m'a répondu: «Tu le prends trop personnellement» et sur le coup, je me suis dit: «Mais cette réponse n'est pas du tout appropriée à mon propos». Mmh. Sauf que maintenant, je me rends compte que si, elle était appropriée, mais Ouais, je pense que j'étais trop jeune pour ouais, m'en rendre compte et moi j'avais besoin de soutien, j'avais besoin qu'on organise, une genre de conciliation pour que les choses, changent et que ce soit plus comme ça ouais. et moi je l'ai vraiment perçu, pour moi en fait cette phrase-là elle voulait dire, «C'est ton problème, il faut que tu te démerdes avec». Alors que Mmh. maintenant avec le recul je le vois, c'était pas du tout ça qui a été dit, hein, Ouais, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. ouais, Et là, je me suis refermée comme une huître ouais, à je la porte. comprends. Là, mais vraiment, alors là, Ouais. j'ai dit: «OK les gars, c'est comme ça. Maintenant je vais Mmh. venir, je vais faire mon taf et je vais pas faire plus». Ouais. Ils ont dû voir la diff, hein? Du jour Ah au oui, lendemain, ils ont vu la diff. ouais, Ils ont vu la diff, mais je pense qu'ils ont pas compris et je pense qu'ils ont pas fait le lien avec ce qui s'était passé. OK, Et je pense que enfin, après, tu sais, c'est beaucoup de suppositions, hein, il bien faut que sûr. j'ai une conversation ouverte. C'est vraiment le cas, hein, mais j'en ai pas parlé à tous les associés et du coup, je pense que les autres, ils ont vraiment eu un sentiment d'incompréhension Mmh. parce que, du jour au lendemain, effectivement, Anna, elle était plus autant investie, elle était plus autant à fond dedans, elle faisait le minimum et puis le reste, elle le faisait pas, quoi. Ouais. Et je pense que maintenant, avec le recul, j'aurais dû en parler au reste de l'équipe. Moi, j'aurais dû exprimer, mon mal-être et dire ce qui n'allait pas. Plutôt que de me refermer comme ça, comme une huître parce que du coup, je me suis mise à l'écart toute seule, en fait Oui. et je suis tombée dans un cercle vicieux
ça va pas, tout le monde s'en fout, alors que c'était pas ça en fait. Je pense que eux ils l'ont interprété du style: «Ouais, bon elle a moins envie, elle est moins motivée» et Oui. puis sans plus quoi. Mmh. Et j'imagine, enfin, ce qui est, très beau, dans le fait qu'aujourd'hui tu vois, hein, le fait qu'il y avait beaucoup de soutien dans cette phrase et qu'elle était très juste, mais que la forme et l'enrobage a peut-être pas aidé à ce qu'avec, l'âge que tu avais et la maturité que tu avais, tu puisses l'entendre. Et ce qui est un peu tragique, même si aujourd'hui tu es très heureuse dans ta vie et que voilà, ça t'a servi, derrière tu as créé les conditions pour vivre pile ce que tu voulais éviter, qui était qu'on ait des reproches à te faire qui soient, fondés, puisque, ben, tu plus vraiment investie, tu plus vraiment motivée, et que j'imagine qu'on a fini par te le reprocher, en fait. Genre, bah, en fait, on peut plus compter sur toi, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est chiant. Quand on passe d'une nana qui est au taquet à une personne, qui est en minimum strict, ce qui est pas forcément un problème, mais l'écart crée un peu le reproche parce que tu as habitué à tellement mieux. On me l'a jamais reproché, OK. mais je pense on me l'a fait ressentir dans le sens où, quand j'ai dit que je partais, ça ça a rien créé, ça a fait ni OK. chaud ni froid ni surprise ni OK. voilà. Mais je pense que c'est un de mes plus grands regrets parce que je pense que j'aurais pu donner beaucoup plus dans cette structure et j'aurais pu être mieux Mmh. et j'aurais pu donner et faire mieux que ce que j'ai fait Ouais. et ça m'a énormément frustrée. Je pense que c'est un de mes plus grands actes manqués, en fait, c'est j'aurais dû exprimer, ce qui n'allait pas et Mmh. l'exprimer à tout le monde pour, essayer de trouver une solution pour pas me désolidariser et me démotiver, du projet qui Ouais. lui me plaisait énormément, hein Ouais. et je vais encore, de temps en temps leur rendre visite. C'est un peu loin maintenant de chez moi, mais voilà, j'y vais, je regarde ce qu'ils ont dans les box, je regarde ce qu'ils ont fait comme changement. Voilà. Mmh. L'associée, avec laquelle ça s'était mal passé, quand j'étais à la clinique du Moulin, ne fait plus partie, de la structure. Elle a quitté l'association, depuis quelque temps, et maintenant c'est Caroline, donc mon ancienne collègue qui était salariée, qui est, actuellement, l'associée femme, de la structure. Ce que je trouve assez, fou, hein, dans ce que tu décris, dans ma perception là, maintenant, en ayant écouté ton histoire qui est très partielle, c'est qu'il y a une phrase. Il y a une phrase qui a fermé, toutes les écoutilles pour toi. Tu vois, il y a eu Mmh. une phrase que, à ce moment-là, tu ne vois pas ce qui est précieux dedans, tu le perçois comme: «Démerde-toi ma grande, c'est ton problème», ce qui est pas du tout l'intention. En tout cas, on peut imaginer que c'est pas du tout l'intention, de cet associé à ce moment et que toi, ça ferme tout et derrière, terminado, quoi. C'est quand même fou comment l'être humain peut fonctionner et il y a aucune critique de ma part là, hein. C'est juste, je trouve ça très intéressant et assez, fascinant et je me dis en le mettant en lumière comme ça peut peut-être aider des personnes qui nous écoutent à se dire: peut-être qu'il faudrait que je réouvre la conversation avec cette personne, puisqu'il Mais s'est en fait, passé quelque chose d'étrange après». c'est déjà cette phrase-là Ouais. que mon tout premier patron m'avait dit, quand il avait eu ces remarques, qui étaient rabaissantes, il me dénigrait et cetera. J'ai eu les couilles d'aller le voir quand même et de lui dire: «La manière dont vous me parlez, ça me convient pas, ça me fait me sentir comme ça, comme ça, comme ça. J'ai besoin que ça change» et quand je lui ai dit ça, il m'a dit: «Tu prends les choses trop personnellement» Mmh. et du coup, au début, je me suis dit: «OK». Puis en fait, j'arrivais pas à parce que vraiment, même maintenant, aujourd'hui, avec le recul, c'était pas, c'était pas des attitudes, tu sais, des fois, tu peux être un peu dur entre collègues, mais parce que ça t'endurcit, puis ça te fait grandir et tu vois ce que je veux dire? Là, Mmh. c'était pas pour me faire grandir. Le but, c'était pas de me faire grandir, clairement pas. Mmh. Et donc du coup, ben, quand Alain je suis allée le voir en détresse en lui disant: «Ça va pas, j'ai la boule au ventre tous les matins quand je viens à la clinique, je me sens mal et je peux pas continuer comme ça» et qu'il m'a répondu: «Tu le prends trop personnellement». Je pense qu'il y a eu un énorme warning qui s'est allumé dans ma tête et Ouais. qui a dû le faire, mais non,
ça y est, c'est en train de recommencer, quoi. Mmh. Alors que, maintenant, mon moi adulte, ou grand, arrive à se rendre compte que, bah, déjà, c'est pas dans le tempérament d'Alain de répondre, comme ça. J'aurais dû m'en douter que c'était pas ça qu'il voulait dire parce que c'est pas dans sa personnalité. Mmh. Et puis, mon moi, adulte sait que c'est la bonne réponse. Mmh. C'était la solution que je devais mettre en place. Parce que tu peux pas adapter tout autour de toi et quand tu peux pas adapter tout autour de toi, ce qu'il faut adapter, c'est ta perception de ce qu'il y a autour de toi. Mmh. Comme ton trajet de 35 minutes pour revenir à la clinique quand tu es de garde, il Ouais. est là, tu peux pas le changer, c'est comme ça. Donc soit tu continues à le faire en te faisant du mal et en le vivant mal et en te répétant que c'est chiant que machin, soit tu modifies ta perception que tu as de ce trajet, tu vois? Et Mmh. là, c'est la même chose, en fait, qu'il était en train de me dire, mais c'est juste que j'étais encore trop jeune pour le comprendre. Oui. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre la décision finalement de quitter? Parce que tu as 6 mois de méga kiff, du coup ça fait 1 an et demi que tu es en retrait, que tu es fermé, que tu es en strict minimum. Comment t'en viens à dire: «Allez maintenant, j'arrête en fait et je dis stop et je dis au revoir à ce super rêve et je vais faire autre chose»? En fait, j'étais avec, quelqu'un, qui habitait avec moi, mais qui travaillait à 45 minutes de route, de chez moi. Et puis au bout d'1 an, du coup, de 1 heure et demie de voiture, tous les jours, je voyais que c'était fatigant, que c'était éreintant et puis, bah, moi, je me sentais plus bien à la clinique. OK. Heu, donc je me suis dit: «Bah, c'est peut-être l'occasion de chercher un poste, ailleurs», en essayant de se rapprocher de son job à lui. OK. Et ouais, ça me paraissait être le bon moment pour essayer de trouver, quelque chose d'autre. OK. Donc Et t'as fait comment? T'as quitté, la clinique et t'as cherché après ou t'as cherché en parallèle? Comment t'as mené les j'ai choses cherché à ce moment-là? ouais, OK. j'ai cherché en parallèle, et du coup, bah, en fait, quand j'ai commencé à lui dire: «Écoute, je pense qu'il faudrait que je parte de la clinique parce que je vois que ça s'améliore pas et j'arrive pas à me remettre dedans», et du coup, je lui ai dit: «Ben, je peux essayer de trouver du boulot, plus près de ton travail à toi, comme ça on peut essayer de se rapprocher, et on aura des jobs, pas loin, tous les 2». Trop bien. Et du coup, je lui ai dit: «Mais tu sais quoi? Quand j'ai commencé à la clinique, il y a un véto de Célestat, qui m'a renvoyé un cheval. Du coup, ça veut dire qu'il fait de l'équine, donc il doit peut-être connaître un peu les vétos qui sont dans le coin, je vais l'appeler et je vais lui demander, s'il connaît pas quelqu'un, qui cherche et qui propose un job». Parce que je voulais Mmh. continuer à faire de l'équine. OK. Je voulais pas faire que de la canine. Et donc du coup, je l'appelle et je lui demande, je lui dis: «Bah, écoute, tu trouves pas quelqu'un, enfin, tu connais pas quelqu'un qui cherche?» Et il me dit: «Bah si, moi j'allais mettre une annonce, je dis: «Bah, bouge pas, j'arrive». Mmh. Donc on a mangé ensemble et puis ça a bien matché et donc du coup, j'ai posé ma démission, à la clinique, du Moulin et 3 mois plus tard, du coup, je suis allée, à Célestat, OK. chez mon ancien patron Arnaud. Trop bien. Qu'est-ce que tu retiens, de de ce passage, avec Arnaud? Parce que du coup, tu y restes 4 ans Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ce changement de choix, en fait? De dire: «OK, je lâche, ce qui était le rêve et je vais faire autre chose puisque le rêve n'existe plus d'une certaine manière». Qu'est-ce que tu retiens des 4 ans que tu as vécu après, la clinique du Moulin? Alors, déjà, quand je suis arrivée là-bas, ça je lui avais pas dit OK. et d'ailleurs on en a reparlé une fois et il m'a dit: «Mais ça tu me l'avais pas dit». En fait, j'avais dit à mon conjoint quand j'ai pris le poste chez Arnaud, j'avais dit à mon conjoint: «Tu sais quoi? C'est la dernière, structure que je fais. Si ça se passe pas bien dans cette clinique, j'arrête Veto et je bosse pour un labo». Parce que Mmh. du coup, quand tu es dans des conditions de travail qui sont pas confortables,
tu remets tout en question et tu as l'impression que c'est ton métier qui te plaît pas. Et ça, je l'ai entendu déjà plein de fois dans plein de témoignages, Ouais. et du coup, il y a beaucoup de vétos qui le vivent comme ça, donc ça, c'est déjà mon premier message pour les jeunes vétos. Et ça veut pas dire que c'est le métier qui vous plaît pas, c'est peut-être juste la clinique dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous sentez pas bien. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne clinique, hein, comme on disait tout à l'heure, hein. Toi, Ouais. ta co-interne, elle est restée 5 ans dans la structure. Ben, moi, je connais Claire et Caro qui sont restées super longtemps à la clinique du Moulin et elles étaient très heureuses là-bas. Mmh. Et puis, j'avais d'autres collègues en Corse qui sont restés aussi et ça se passait bien. Ça veut juste dire que c'est pas la clinique qui est faite pour nous, ou en tout Mmh. cas les conditions de travail qui sont pas faites pour nous. Donc il faut pas tout de suite abandonner, il faut changer de clinique avant de décider de changer de métier. Mmh. Donc moi j'étais partie en mode c'est la dernière, si ça se passe pas bien, j'arrête et je vais bosser chez Haute-Var ou j'en sais rien, je vais bosser pour un labo. Pas Mmh. si bon. Et du coup Arnaud, plusieurs années après, je lui ai raconté ça, il me dit: «Mais ça tu me l'avais pas dit?» Et j'ai dit: «Bah non». Je lui ai dit: «Tu la pression que tu as en tant qu'employeur, et la nana elle arrive chez toi, elle te dit: "Bon bah écoute, je te préviens, hein, c'est la dernière expérience que je vais faire chez toi. Si ça se passe pas bien, je me casse et je mets mon bac +7 aux oubliettes et puis je vais faire autre chose de ma vie, hein." Donc voilà. Moi je suis arrivée dans cet état d'esprit-là et puis en fait, ça a été vraiment ce que je cherchais en tant que salariée. OK. Mmh, il m'a accompagnée, avec beaucoup de bienveillance, il m'a appris plein de choses. Il m'a tenue par la main quand j'avais besoin qu'on me tienne par la main, puis il m'a lâchée dans la nature quand j'avais besoin d'être lâchée dans la nature. C'était vraiment le parfait équilibre. Je peux pas dire autrement. J'essaye de reproduire ça aujourd'hui avec mes salariés parce que il m'a accompagnée sans m'étouffer. Mmh. Et ça, je me rends compte que c'était un skill management high level, tu vois? Ouais. Et comment, concrètement, comment il faisait pour, selon toi, pour savoir quand est-ce qu'il fallait te lâcher dans la nature et quand est-ce qu'il fallait te tenir par la main? Il me demandait. Voilà. Merci. J'espérais que tu répondes ça, mon Dieu, je ne le savais pas. Il a communiqué. Incroyable. Et en fait, j'avais OK. pas peur de lui dire, Ouais, «Est-ce que tu veux bien qu'on fasse ça ensemble la première ouais. fois, mais après la prochaine fois, je le ferai toute seule?» Et en fait, il Ouais. voyait que j'avais pas peur de faire les choses, c'était juste que Mmh. la première fois, je voulais les faire avec quelqu'un pour être sûre de les faire bien et Ouais, qu'une fois que j'avais fait une première fois, ensuite c'était bon. ouais. Après je roule toute seule, hein. C'est pas parce que j'ai besoin une fois de toi que je vais t'appeler, tous les week-ends, que je vais t'appeler tout le temps parce que pour le même problème, quoi. Oui. Et donc du coup, il y avait des fois, il me disait: «Ah mais ça c'est facile, tu fais ça comme ça, comme ça. Tu as besoin que je t'aide?» Alors soit je lui disais oui, soit je lui disais non et puis, ouais, j'avais jamais peur Mmh. d'aller lui demander, de l'aide. Je me sentais jamais jugée parce que je savais pas faire un truc ou que je savais Mmh. pas tel truc. Ça Trop a bien. toujours été, très très bienveillant et c'est grâce à lui que je suis toujours vétérinaire, que j'ai toujours un stéto autour du cou, hein. Mmh. En tout cas, en partie puisque tu as quand même persévéré et tu lui as donné sa chance. Tu aurais pu dire stop, après la clinique du Moulin. Et il a mis sa pierre à ton édifice de praticienne, en tout cas. Oui, oui, Mmh. mais ils ont tous, Oui. même ceux avec lesquels ça s'est pas bien passé, j'ai toujours appris quelque chose, en fait. Mmh. Je regrette rien, rien du tout. Je ne Trop bien. regrette rien. Est-ce que tu as toujours su, Anna, que tu voudrais être à ton compte et que tu voudrais être patronne? Oui, OK. j'ai retrouvé des business plans, qui dataient déjà de 2016, hein, déjà ma première année de pratique. J'avais fait des dessins, de plans de clinique, j'avais, trouvé des devis. Donc bah, les générateurs radio, ça a beaucoup augmenté le prix, hein, des générateurs de radioactifs. OK. Donc ouais, j'ai retrouvé pas mal de documents comme ça, j'ai eu envie déjà, la première année, puis bah, je me rendais bien compte que c'était trop tôt parce que tu as Mmh. encore tellement de choses à apprendre que tu peux pas te mettre l'entrepreneuriat sur le dos, en plus.
Et j'étais un peu comme un cheval de course qui piaffe, tu sais, avant le départ d'une course. J'avais hâte d'être une grande. Ouais. Et avant que je parte de la clinique du Moulin, j'avais hésité de nouveau, hein, de Ouais. recréer ma structure. Et puis, je me sentais un peu à l'aise, mais je voyais bien qu'il me manquait des choses et que j'avais encore des lacunes. Et je m'étais dit: «Non, il faut que je sois un peu plus sereine dans ma pratique quotidienne avant de me lancer dans cette, difficulté supplémentaire». Et Ouais. j'ai vraiment bien fait. C'est très bien passé comme ça parce que, tu sais, ça fait un peu penser à un petit oiseau qui fait Mmh. plein de petits essais, pour s'envoler. Puis au début, il fait des tout petits essais avant de faire le grand vol, tu vois? Ouais, Je pense que ça m'a préparé toutes ces petites choses que j'ai faites, avant. carrément. Et tu dis aussi, hein, quand on prépare l'interview, que tu as retrouvé le goût à la pratique. Comment ça s'est manifesté pour toi, ce goût retrouvé à la pratique, vétérinaire? Tout simplement, je venais le matin avec plaisir. Mmh. C'est aussi simple que ça, j'avais plus mal au ventre. Je venais à la clinique et je faisais mon boulot, puis j'apprenais de nouvelles choses, puis j'aimais ce que j'apprenais et voilà. Mmh. C'est venu au bout de combien de temps, tu dirais, de travail, avec Arnaud? Donc ce nouveau job, après la clinique du Moulin, au bout de combien de temps tu as retrouvé le plaisir? Tout de suite. Les 1res semaines, les premiers jours, je l'ai tout de suite senti dans mes tripes. Mmh. C'était de nouveau bon. Trop bien, c'est chouette. Ça fait plaisir à entendre en tout cas, ce que ce parcours en fait de dire, «OK, j'ai envie de continuer à tester et je vais encore donner une chance à ce métier», et j'entends qu'il y avait aussi une part de toi qui était tout à fait prête à dire: «J'arrête». Peut-être que ça aide aussi, d'être capable de se dire: «S'il faut, j'arrête et j'arrêterai, et je trouverai autre chose dans lequel je m'éclaterai», pour pas mettre trop de pression sur le fait que faut que ça marche cette fois, quoi. Après, c'est difficile aussi parce que, moi, je pense qu'on a tous le même problème, hein. Tu en chies tellement pour, avoir ton diplôme Mmh. que, vraiment, je pense que c'était extrêmement courageux de réussir à se dire: «Ben, OK, j'ai trimé, pendant 7 années de ma vie, j'ai révisé comme, un dingue, je me suis fait des ulcères à l'estomac et je vais pas, utiliser, tout ce que j'ai fait pendant ces 7 années, dans mon quotidien de tous les jours», même si tu as des enfin, tu sais jamais perdu, tu utilises toujours tout ce que tu as appris. Mais je pense que moi, j'ai été très, têtue. Mmh. Je suis un petit peu têtue et Pardon. Excuse-moi, je te connais un peu personnellement, donc ça me fait rire que tu le dises comme ça. Je suis un ouais, petit peu têtue. je suis un peu têtue et puis, et après, je pense que ça me faisait très peur parce que je pense que c'était mon ego un petit peu qui avait du mal à lâcher mon diplôme. Ouais. Mais je C'est regrette pas parce que du coup, enfin, le fait d'avoir persévéré, c'est pour ça que je pense que les jeunes vétos aussi, faut pas qu'ils abandonnent trop vite. ouais. Parce que il y a des choses qui viennent avec le temps et il Mmh. y a des choses qui sont extrêmement difficiles au début et qui ensuite deviennent extrêmement faciles avec le temps. Ouais. Et à tel point que des fois, tu te souviens même plus que tu as galéré quand tu étais jeune véto, tu vois? Là, je vois avec mes vétos salariés, je les vois galérer sur des trucs et pour moi, c'est simple. Il y a des trucs je sais pas, poser des cattés, sonder des chats et puis même au niveau de la communication auprès des propriétaires, il y a des fois, je les vois, elles sont en galère et pour moi, c'est simple et quand je leur dis: «Bah non, faut faire comme ça» et tu sais et c'est simple et je les vois et elles me regardent, elles me disent: «Bah ouais, ouais, faut faire comme ça, ouais» et je leur dis: «Mais t'inquiète, mais en fait, quand j'étais à ta place, j'y ai galéré comme toi. Ouais. Et aujourd'hui, tu me vois, tu as l'impression que toute ma vie, j'ai été comme ça, mais non, 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 t'inquiète. J'ai eu la même vie de galérienne que toi, j'ai eu les mêmes doutes que toi, tous les problèmes que tu as eus, je les ai eus aussi» et ça, Ouais. par contre, je le répète à mes salariés, je leur répète ça tous les jours. Je leur dis: «T'inquiète,
On a tous été les mêmes, on a tous vécu les mêmes choses, on a tous eu les mêmes doutes. Ça a été difficile pour tout le monde. Mais c'est possible. Ouais. C'est possible, il faut s'accrocher un petit peu. Et en fait, ce que j'aime avec notre métier, parce qu'à un moment, je l'ai détesté, hein, notre métier. À un Mmh. moment, je disais, vétérinaire, c'est vraiment un job de con. Ah oui, je me souviens que tu disais ça. C'est vrai, je te l'ai dit aussi. C'est vrai, tu me l'as dit. Moi, je Ouais, disais, vétérinaire, c'est un métier de con. Parce que ça demande tellement d'implication de toi. Tu donnes tellement. Et puis, tu reçois pas tellement en retour, hein. Le grand public qui pense que veto, ça s'en met plein les fouilles, que c'est genre, enfin, tu récupères pas tout ce que t'as mis. Enfin, t'as pas l'impression de mmh. récupérer tout ce que tu mets en énergie. Mais par contre, tu deviens un être humain 2.0. Parce que tu prends des leçons. Ce job, il te fait prendre des leçons de vie que certaines personnes, elles prennent quand elles ont 50 ans, 60 ans. Mmh. Et toi, quand t'as 30 ans, t'as déjà pris toutes ces leçons-là dans la tronche, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est douloureux parce que c'est de l'apprentissage en rapide, en condensé. Mais par contre, je sais que d'un point de vue soft skills et d'un point de vue humain, je j'ai appris plus que médicalement, tu vois. J'ai appris Ouais. plus en sciences humaines que en sciences pures et dures. Et comment tu as mené ces apprentissages? Tu as suivi des formations? Tu as lu des bouquins? Comment tu as fait concrètement pour vraiment apprendre de ce que tu vivais et pas juste prendre les tartes? Hem, j'ai fait pas mal de développement personnel. OK. J'ai fait de la sophrologie. Ça, c'était grâce à ma mère, tu vois? Au début, j'y allais un peu à reculons en mode, «C'est quoi ces trucs de youlou youlou là?» Mmh. Et puis, en fait, c'est très intéressant parce que tu apprends à décortiquer tes schémas de pensée, à comprendre, pourquoi tu penses comme ça, d'où ça vient et du coup, c'est très intéressant parce que, la fois d'après, quand tu as une situation, stressante ou difficile, ton cerveau, il fait plus erreur 404, mayday, mayday. Mmh mh. Tu arrives à lui mettre une petite étape avant où tu lui dis: «OK mon gars, je vois qu'on a très envie de paniquer, on a très envie de pleurer, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Mmh mh. Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va nous aider?» Et en fait, tu arrives à te sortir toi-même de cette situation-là et à réfléchir, à plus te laisser envahir et submerger par tes émotions et à vraiment avoir un lâcher prise et un recul sur les situations. À accepter. En fait, c'est ça, c'est accepter de lâcher prise sur les choses sur lesquelles que tu peux pas changer et Mmh. puis te dire: «OK, donc ça, je ne peux pas le changer. C'est comme ça. Je suis obligée de vivre avec. Par contre, ça, je peux le changer, donc je vais changer ça et puis ce truc-là, je vais essayer de le voir différemment». Mmh. En fait, Alain, quand il m'a dit: «Tu le prends trop personnellement», c'était tout ce petit cheminement-là qu'il essayait de me dire en Ouais. simplifié, en une seule phrase. Oui. Mais c'est la clé et moi, j'ai appris ça, grâce au développement personnel et à mes séances de sophrologie où j'ai appris à décortiquer mon cerveau et à comprendre pourquoi mon esprit pensait comme ça, qu'est-ce qui l'amenait à penser comme ça et comment je pouvais faire pour, mieux le comprendre et mieux répondre à ses besoins. Parce que Mmh. je réponds quand même toujours à mes besoins, hein. Mes besoins et mes petites cases de besoins, elles sont cochées, hein. Ouais. Selon toi, comment est-ce que avoir fait ce chemin-là, de développement, personnel, ça joue aujourd'hui dans le rôle que tu exerces auprès de tes salariés en tant que manager? Je pense que c'est une clé inestimable. OK. Je pense que je ne pourrais pas les accompagner comme je les accompagne, aujourd'hui. Mmh. Parce que tous ces mécanismes, qui m'ont sauvé la vie, j'essaye de leur apprendre à mon niveau parce Mmh. que
je suis pas sophrologue et je suis pas, enfin, j'ai pas de formation, donc je peux pas non plus me substituer complètement à ça. Mais j'essaye de leur apprendre un peu à déconstituer leur schéma de pensée, et en tout cas à essayer de juste d'apporter de la réflexion, du recul et à lâcher prise. Et Ouais. ça, c'est vraiment des valeurs que j'essaye de leur inculquer. Et quand il se passe quelque chose, j'essaye, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye que ma première phrase ce soit: «C'est pas grave». Mmh. Et après je cherche des solutions. Après je dis: «OK, pourquoi on s'est retrouvés comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est pas grave, la prochaine fois tu feras différemment. De toute façon, il y a des leçons comme ça dans la vie, on les prend une fois et après c'est finito à vie. On n'a plus besoin de les prendre parce qu'une fois ça suffit». Ouais. Donc Et il y a des leçons qu'on ne peut apprendre que soi-même, hein. Moi, je vois très, très bien ça, je sais pas si tu vois ça aussi en tant que véto, et en tant que manager maintenant et patronne. Il y a des trucs, on a beau te les transmettre avant, tant que toi, tu as pas vécu et dans tes cellules expérimentées, tu l'intègres pas et tu l'intègres en le vivant. Ça peut être dramatique, j'imagine surtout pour des parents ou des enseignants, enseignantes, de dire: «Mais je leur transmets et ils entendent pas». Bah non, parce que tant qu'ils l'auront pas vécu, ça va pas être imprimé, en fait. Mmh. C'est chiant, hein, c'est très frustrant, je trouve, mais bon. C'est pas bah, vrai pour tout, mais je crois que c'est vrai pour à certains endroits, je saurais pas dire lesquels. du coup, c'est là que le lâcher prise, entre en jeu. C'est Mmh. que toi, tu as fait ton job. Ouais, Moi, j'ai fait mon job en le disant et j'ai fait mon job en essayant de le transmettre. ouais, Après, je peux pas l'intégrer à la place de l'autre personne. et oui, carrément. En fait, ça, on le fait aussi au quotidien, enfin, ça, c'est un exercice qui est, je pense, quand même assez facile pour un véto parce qu'on fait ça au quotidien. Tous les jours, je vois des animaux qui ont des pathologies et je dis au propriétaire: «OK, il faut faire ça, ça, ça». Après, ils le suivent pas, et ben, c'est pas de mon ressort et c'est pas mon problème, en fait. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de vétos qui vivent, mal carrière de vétérinaire parce que, en fait, ils cristallisent cette frustration comme ça de: «J'ai un ani je on me ramène un animal, je diagnostique, je dis au propriétaire qu'il faut faire ça, 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 et les propriétaires ne suivent pas mes conseils». Du coup, tu te dis: «S'ils suivent pas mes conseils, c'est que j'ai pas réussi à les convaincre, qu'ils ont pas confiance en moi, et du coup, je suis un vétérinaire qui est nul». Sauf que, en fait, ça, c'est un raccourci qui n'a pas lieu d'être. C'est Tu as fait ton job. Après, les gens, ils prennent leurs décisions, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Et ça, je pense que le problème, il vient du fait que, quand on est jeune véto, on se dit: «Oui, bah, moi, mon job, c'est de soigner les animaux». Donc en fait, nous, on a été conditionnés pour dire: «OK, on nous ramène un animal malade. Il faut que l'animal, quand il reparte, il soit plus malade». Sauf que non, en fait, on se trompe sur l'objectif de notre, mission. Notre mission, c'est d'apporter aux gens ce qu'ils attendent. Mmh. Et il y a un terme comme ça, alors je suis pas sûre que j'ai réussi à te le trouver, mais aux États-Unis, ils en parlent beaucoup de ça. C'est, l'empathie clinique, je crois. Je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais je crois que c'est l'empathie clinique. Et en gros, c'est de, de pas projeter sur le propriétaire ce que nous, on pense qu'il est normal qu'il attende de nous. Mmh. Et en fait, tu vois, par exemple, moi, il y avait un truc qui me révoltait quand j'étais jeune véto, c'était, les gens qui viennent avec déjà insuffisants rénaux, stade terminal, et qui te refusent l'euthanasie Mmh. et qui te disent: «Bah non, je vais rentrer avec». Parce que eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que leur animal, il meure à la maison avec eux, et ils veulent pas que l'animal, il meure à la clinique et dans un environnement qui est froid pour eux, avec des gens qu'ils connaissent peut-être pas forcément, et cetera. Et je pense que peut-être ces gens-là aussi, on a l'impression qu'ils idéalisent la mort, qu'ils se disent que le chat, il va juste pousser un petit soupir et qu'il va partir dans la douceur et entouré d'amour, et que nous, on se dit: «Bah non, c'est pas comme ça que ça va se passer».
Mmh. Et du coup, c'est des fois très difficile de les laisser repartir avec un animal qui est en fin de vie et les refus d'euthanasie, c'est très difficile au début. Mais en fait, c'est leur responsabilité, Ouais. c'est pas la nôtre. Donc moi, maintenant, j'ai un lâcher prise total. En fait, je m'énerve plus avec les gens qui suivent pas mes recommandations ou mes conseils parce que je vois plus les choses comme ça, en fait. Quand on est jeune véto, on pense que notre job, c'est de soigner des animaux. En réalité, notre job, c'est d'offrir un service aux gens et de répondre aux besoins des gens. Et les gens, ils ont pas toujours besoin de recevoir un traitement ou d'avoir un animal qui est guéri ou ils ont des fois des besoins qui sont différents des nôtres. Nous, on est vraiment conditionnés pour animal malade, diagnostic, traitement, guérison. Et les gens, ils cherchent pas toujours ça. Mmh. Et du coup, il y a un espèce de conflit. Et moi, maintenant, depuis que je suis patronne de la clinique, je remets le besoin des gens au centre de la consultation. Et je lâche prise sur leurs décisions. Voilà, c'est comme ça que je voulais le formuler. Très bien. Donc ça fait plusieurs fois qu'on en parle, Anna, du fait que tu es patronne de ta clinique, depuis donc le 1er janvier, 2024. À quelles questions tu as répondu pour être, déterminée à te lancer cette fois-ci? C'est pas moi qui ai répondu. Pour être tout à fait honnête, OK, c'est mon mec OK. qui savait que j'avais cette envie de Mmh. me lancer et d'être à mon compte depuis toujours Ouais, et qui m'a poussée, mais OK. vraiment, hein. Il m'a Mmh. sortie de ma zone de confort parce que moi, j'étais en panique, hein. Je lui disais: Mmh. «Mais attends, mais toi, tu te rends pas compte?» Je dis: «Mais quand tu es patron, tu as plus de vie, tu fais que ça. Il faut que tu aies un associé, tu peux pas te lancer, tout seul à ton compte, c'est du suicide». Il me dit: «Mais non, ça se fait». Je dis: «Mais toi, t'imagines même pas, tu Mmh. te rends pas compte, tu es pas véto, tu peux pas comprendre». Et je lui disais: «Et puis à l'école, on t'apprend pas à être patron. Mmh. On t'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école». Non. Et puis, il m'a tellement harcelée et il m'a tellement c'est lui qui a poussé dans toutes les démarches, hein, la banque, tout, c'est lui qui a poussé, qu'au bout d'un moment, si tu veux, j'étais tellement loin dans les démarches administratives que tu sais, comme j'étais comme dans une rivière avec un fort courant comme ça où tu t'agrippes à une branche et tu vois que la branche, elle commence à se détacher puis au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, bah, de toute façon, Allons-y. foutu pour foutu, maintenant, c'est trop». Ouais. Et du coup, j'ai réussi à dépasser ce stress. J'ai vraiment réussi à dépasser ce stress et je me suis dit: «Bah, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, maintenant on y est». Et finalement, ça, c'est un sentiment, tu as l'impression que tu pas formé pour ça, mais en fait, tu t'en rends pas compte, mais si, tu es formé pour ça tous les jours. C'est-à-dire que quand tu es en chir, que tu as commencé à faire glisser ta lame de scalpel sur l'animal, c'est le même principe, en fait. Tu es engagé, donc peu importe ce qui se passe, c'est comme si tu avais signé un contrat, genre: «OK, donc j'ai commencé à ouvrir l'animal, donc à partir de ce moment-là, peu importe ce qui se passe, je dois aller au bout». Mmh. Et donc du coup, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et puis franchement, j'ai eu vraiment une période de grosse panique. C'était très difficile psychologiquement, en plus quand tu commences à aborder des montants, avec la banque Mmh et mh. c'est des montants, tu pas l'habitude de jongler avec des chiffres comme ça dans ta vie, quotidienne, tu vois? Enfin, pour la clinique, j'ai emprunté le double de ce que vaut ma baraque, tu vois? J'ai emprunté 2 fois plus que ma maison Mmh. alors que ma maison, c'était déjà un gros investissement, pour Ouais. moi et c'était déjà un gros investissement pour les moldus en règle générale, tu vois? Enfin Ouais. et puis, bah, du coup, au bout d'un moment, tu t'habitues et puis, tu lâches prise et tu avances. Parce OK. que tu te rends compte que cette panique, elle est contre-productive, elle t'aide pas à avancer et du coup, tu la lâches Mmh. et après tu te mets à bosser. Comme OK. en chir, quand tu as un truc qui saigne,
Soit ton cerveau, il fait erreur 404, Mayday, 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 et t'avances pas, et tu restes comme ça. Soit tu laisses partir ce stress, tu prends les rênes, tu prends tes compresses, tu fais ton taf, et t'avances. Mmh. Et du coup, tout ça, c'est avant de signer ou t'as aussi un peu parlé de ces fameuses 2 premières semaines de l'enfer dans ce récit-là? Ça, c'est avant de signer. OK. Qu'est-ce qui Après, fait que ces 2 premières semaines, c'est l'enfer sur terre? C'est après la signature? c'est que, déjà, alors si un jour quelqu'un veut créer une société, c'est un conseil d'amis que je vous donne, ne faites pas ça le 1er janvier pour une ouverture le 2 janvier. C'est nul, ne faites pas ça. Parce que les semaines de Noël et de Nouvel An, il y a plus personne qui travaille, plus personne ne répond à vos mails et du coup, toutes vos démarches administratives sont à l'arrêt pendant 2 semaines. Et bien sûr, le 2 janvier, il y a plein de gens qui sont en congé ou qui viennent tout juste de reprendre le boulot et ils ont genre 50 mails à traiter. Donc du coup, votre mail, c'est pas le premier de la pile, etc. Et donc, il y avait plein de choses qui étaient pas prêtes pour l'ouverture. OK. Je crois qu'on avait eu un bug avec les TPE. Ensuite, on avait eu Estima pour l'incinération qui n'était pas opérationnelle. Et bien sûr, premier jour d'ouverture, on a 3 euthanasies, tu vois. Et t'as rien qui est prêt, tu peux pas faire signer de convention aux gens. Le soir, tu termines la caisse, il y a un trou de je sais plus de 10 € dans la caisse, on sait pas d'où vient l'erreur, etc. Enfin, vraiment, genre la première journée, t'as beau avoir du temps pour préparer, il y a forcément des trucs comme ça auxquels t'as pas pensé. Eh oui. Donc du coup, c'était horrible les 4 premiers jours. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, nom de Dieu? Et j'étais tellement bien quand j'étais salariée, pourquoi j'ai fait ça?» Mmh. Puis après, tu commences à prendre des réflexes, à prendre tes marques et puis après tu le fais. Mmh. Je pense que c'est un peu la même panique quand tu as ton diplôme et que tu te retrouves face à ta première consulte et que Ouais, ouais. tu sais pas ce que c'est et que tu sais, tu penses à des diagnostics de fou furieux, tu es là genre: «Alors je pense que ça peut être peut-être un lupus érythémateux ou peut-être une maladie auto-immune» et tu es là genre: «Non, C'est c'est des juste» puces, ils se grattent, c'est juste des puces. exactement ça. Trop bien. Ah, le même mécanisme. OK. Ça Et du passe. coup, qu'est-ce que tu as mis en place, en tant que patronne pour prendre soin de ton équipe? En fait, je fais ce qu'on appelle des one to one. Donc c'est OK, des petits entretiens individuels avec chaque salarié. OK, Chaque salarié en a un tous les 15 jours. Et chaque entretien dure 30 minutes. OK. Et donc du coup, je prends des notes. Je leur demande comment ça va. Je leur demande, qu'est-ce qu'ils ont comme, difficultés. Je leur demande, s'il y a des choses, qu'on doit modifier pour qu'ils soient mieux ou est-ce qu'il y a des process qu'on a qui sont pas pratiques? Est-ce qu'il y a des choses, qu'on doit modifier? Est-ce qu'il y a des clients qui sont pas contents sur certaines choses qu'on fait? Est-ce qu'ils ont des retours, négatifs? Et puis, en fait, on fait le point, avec chaque salarié, du coup, tous les 15 jours. Donc vu que j'en ai 6, bah, ça me prend 2 heures par semaine. Mmh. Ça peut paraître, beaucoup. Moi, mon mec, il a aussi une société, il me dit: «Mais tu passes trop de temps à faire ça». Mais en fait, c'est inestimable. C'est Mmh. inestimable parce qu'il y a plein en fait, du coup, mes salariés me font des retours que je recevrais pas sinon. Ouais. On n'aurait aucun moment privilégié dans la semaine pour pouvoir, en parler, donc c'est un retour que je reçois. Ça me permet de rectifier, des trajectoires ou Mmh. de modifier des process, de modifier des choses, Trop bien. heu, que je me rendrais compte beaucoup trop tard, tu vois, si on n'avait pas ces petits entretiens et en fait, eux, ça leur fait un bien fou, ils l'attendent. Moi, je pensais Mmh. pas, hein. Une fois où je sais plus pour quelle raison, je pouvais pas et du coup, ma salariée, elle m'a dit, «Mais on le redécale, à un autre jour, hein, parce que j'ai besoin de vous dire des choses et tout». Ouais, OK, OK, d'accord. Mmh. Ouais, ouais, on redécale, pas de souci et puis, bah, du coup, je leur dis ce qui me plaît dans ce qu'ils font
Mmh. Je leur dis aussi ce qui me plaît pas. Je leur dis: «Bah, ça c'est un peu dérangeant, faudrait juste qu'on fasse différemment». Elles sont contentes de savoir ce qu'elles peuvent améliorer, puis ça fait aussi beaucoup de renforcement positif, Mmh. sur ce qu'elles font de bien et du coup, Ouais. elles savent qu'elles doivent continuer de faire ça pour, heu, pour que je sois contente de leur travail. Enfin, c'est incroyable. Trop bien. Et vous avez aussi des temps en collectif? On en a, de temps en temps, ouais. Ah ça, c'est un peu moins je pense que ça peut-être, c'est un truc que je devrais mettre en place, de manière un peu plus régulière, mais les temps collectifs, on les met en place à la demande. OK. Mais c'est vrai que tu prends soin de l'équipe, heu, en one to one et pour l'instant, enfin ça fait du coup, bah, ça fait quoi? Ça fait 2024, 1 an et quelques, maintenant que tu fais comme ça et que ça a l'air de très bien tourner, Ah oui, non mais vraiment, hein. en fait? Moi, j'ai encore, cette semaine, j'ai une salariée qui a dit à une de mes stagiaires parce que dis-toi, j'en fais même avec la stagiaire. On a une stagiaire ASV qui vient une fois par semaine OK. et j'ai une de mes ASV qui lui a dit: «Mais ça tu peux en faire des cliniques avant de trouver un patron qui te prend en entretien pendant une demi-heure pour te demander, comment tu te sens dans l'équipe, et ce que tu as besoin pour mieux travailler, ce que tu aimerais, qu'on change, ce qu'il faudrait faire différemment et cetera». Donc elles sont conscientes, elles sont conscientes de l'énergie que ça me demande aussi. Mmh. Heu elles sont conscientes, que c'est précieux et que c'est pas un dû. Donc du coup, elles sont hyper, reconnaissantes et du coup, j'ai une équipe en or, hein. Mmh. Je vais dire différemment, hein. Demain, je peux me casser la jambe, et pas être à la clinique pendant 2 mois. Je sais que ça va tourner parce qu'elles sont toutes là pour s'aider. Il y a vraiment un sentiment il y a de l'entraide, il y a de la bienveillance, quand il y en a une qui est dans le down, il y a les autres qui la, tirent vers le haut et puis qui lui dit: «C'est pas grave, on va faire comme ça va bien se passer et tout» et c'est tout ce que je rêvais. Je rêvais de Mmh. ça. Je rêvais de pouvoir créer un environnement de travail comme ça. Trop bien. Et je te remercie de partager ce dernier exemple de la salariée qui est dans le down, parce que moi j'entends souvent, heu, que c'est perçu comme un problème, qui casse l'ambiance, alors qu'en fait, ben, ça dépend comment les autres réagissent à quelqu'un qui est dans le down. Parce que si, tu te dis: «Ah non, c'est chiant, ah c'est trop pénible et tout», bah, c'est sûr que ça va pas aider l'ambiance. Alors que si tu te dis: «Ben, comment je peux aider cette personne? J'ai envie de contribuer pour, voir si je peux la soulager» et cetera. Bah, finalement, alors bien sûr, il y a différents types de down, différentes attitudes dans les personnes quand elles se sentent pas bien et cetera. Je dis pas, «Il faut absolument réussir à faire ça», mais je trouve que là, tu décris un exemple de, ben, parfois, quand elles vont pas bien, c'est plutôt l'occasion de créer de la solidarité que de créer de la tension et de la crispation et ça peut se passer comme ça. Ça veut pas dire que c'est facile et que c'est tout le temps et que ça doit, mais je trouve ça chouette ton témoignage pour mettre enfin, pour montrer que ça peut aussi se passer comme ça quand quelqu'un va pas bien et que c'est pas forcément source de mauvaise ambiance, en fait. Ce qui n'aide pas la personne qui va pas bien à se sentir bien, hein, de se dire: «À cause de moi, l'ambiance est pourrie». Mais OK, trop bien. J'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps, avant la fin de cette interview pour parler de l'ordre, parce que c'est quand même un engagement que tu as, depuis, bientôt 2 ans et qui te tient très à cœur et j'aimerais bien que tu dises, peut-être en quelques mots, comment tu t'es retrouvée à prendre cette mission en plus de tout ce que tu fais, déjà dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte? Hem, alors c'était pas du tout prévu que je me retrouve à l'ordre. J'avais assisté à une réunion que l'ordre avait organisée pour, la per le les problèmes de permanence et de continuité des soins. Et du coup, j'avais assisté à cette, réunion-là et j'étais un peu en mode, rébellion, tu vois? En mode, vétérinaire pas content parce que, on nous impose, des obligations qui sont difficiles, qui pourrissent la vie de beaucoup de vétos, hein. La gestion des gardes, c'est quand même très difficile, à assumer. Et du coup,
j'étais la fille chiante avec qui demandait le micro toutes les 2 secondes comme ça pour dire: «Oui, mais si jamais il y a un vétérinaire qui travaille tout seul, il a bien besoin de prendre des vacances de temps en temps. Donc si la personne veut reprendre ses gardes, on fait comment? Est-ce qu'il prend plus jamais de vacances de sa vie et du coup, il fait un burn-out et du coup, il quitte la profession et donc du coup, après, on n'arrête pas de se plaindre parce qu'on a plein de vétos qui quittent la profession» et donc du coup, j'étais cette fille-là et à la fin de la réunion, il y a un conseiller qui est venu me voir, Mmh. qui m'a dit, «Ben, tu sais, bientôt il y a des élections donc si tu as envie, nous on cherche un profil, comme toi qui a envie de faire changer les choses, en plus quelqu'un Mmh. de jeune, qui, va se mettre à son compte et tout, c'est typiquement le genre de profil qu'on recherche», Trop bien. et du coup, je dis: «Ah mais moi j'ai pas le temps les gars, hein». Je me suis dit: «Mais c'est complètement suicidaire de se dire que je vais me rajouter ça en plus de mes fonctions de patronne, alors que ça va être la découverte, totale» et et après ce conseiller, il a été très vicieux, hein. On peut dire c'est Arnaud. Arnaud, tu as été très vicieux. Encore un Arnaud, tu vois? Il était très vicieux parce qu'il m'a dit: «Oui, mais si tu pars de ce principe-là, c'est jamais le bon moment parce que tu auras toujours une autre excuse. Un jour, c'est parce que tu voudras des enfants, parce que ça, parce que machin et du coup, tu auras toujours une excuse donc tu te lanceras jamais à faire les choses». Et je me suis dit: «Putain, il a raison, il a raison» et donc du coup, bah, j'ai mis ma candidature, enfin, je me suis présentée, 2 heures avant la clôture des candidatures. OK. J'ai envoyé ma lettre, faut faire une genre de lettre de motivation et tout et donc j'ai envoyé ça, et puis, ben, j'ai été élue. Alors bon, il y avait pas grand suspense parce qu'il y avait 3 postes de disponibles et il y avait 3 candidats, donc c'était sûr que j'allais être élue OK. et du coup, je me suis retrouvée, à l'ordre, en mode, «Ouais, tous ces vieux schnocks qui sont à l'ordre là et qui font pas changer la profession, on va les bousculer et puis on va faire un peu changer les choses et tout» et en fait, tu arrives dans un conseil de l'ordre avec que des vétos qui ont envie de changer la profession Mmh. et que tu vois pas, en fait. L'ordre, c'est un travail de l'ombre. C'est Oui. un travail de l'ombre parce que ça a une mauvaise image, auprès des vétérinaires qui sont exerçants, Mmh. mais parce qu'on a un peu une mission, ambivalente. C'est que normalement l'ordre, c'est là pour garantir que les gens qui amènent leurs animaux chez le vétérinaire tombent sur un vétérinaire qui fasse son job, de manière consciencieuse, indépendante, sans conflit d'intérêts et cetera et donc du coup, on n'est pas là pour prendre la défense des vétérinaires et souvent du coup les vétos pratiquants, comme moi j'étais, avant d'être à l'ordre, je m'en rendais pas compte, mais tu as l'impression que l'ordre, il est là pour te défendre et pour représenter la profession et en fait ça, c'est le job d'un syndicat et Mmh. pas le job de l'ordre. Mais du coup, tu œuvres quand même pour la profession, parce que, ben, une des majeures, missions de l'ordre, c'est le disciplinaire. Donc c'est toutes les plaintes qu'on reçoit des propriétaires, contre un vétérinaire, on les reçoit et puis on les traite et en fait, il y a beaucoup de plaintes, hem, qui sont pas, forcément fondées dans le sens où c'est juste que les gens, ils ont pas bien compris, Mmh. le fonctionnement, des structures vétérinaires ou des gardes vétérinaires ou, ils ont pas bien compris ce qui s'est passé en consultation avec leur vétérinaire. Donc du coup, ils arrivent chez nous, énervés en disant: «Ouais, ce vétérinaire-là, il a pas bien fait son job» et puis on les écoute. On écoute ce qui s'est passé et puis, bah, il y a beaucoup de situations qui nous choquent pas parce que, bah, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est normal, c'est juste que les gens, ils l'ont pas bien compris ou alors ils font des amalgames avec, la médecine humaine et du coup, Mmh. ils se rendent pas compte que ça fonctionne pas de la même manière et en fait, tout simplement, ces gens-là, on leur explique, ben, vous savez, en fait, c'est normal ce que vous avez vécu chez votre vétérinaire.
votre vétérinaire, il a pris cette décision-là parce que si ça, 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 ça. Et du coup, ça apaise énormément les choses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui appellent ou qui envoient des mails pour porter plainte. Et du coup, finalement, ces plaintes-là, elles aboutissent pas parce que on leur explique pourquoi ça s'est passé comme ça chez Mmh. leur vétérinaire et que en fait, c'était une situation qui était normale. C'est juste qu'eux, ils l'ont pas perçu comme enfin, ils l'ont pas interprété comme quelque chose de normal, mais que le vétérinaire a pas fait d'erreur et qu'il a pas fait de faute. Donc OK. c'est un travail de l'ombre, en Et oui. fait. Mais Et tu du peux coup pas tout le temps être dans la lumière, Anna. non, mais du coup, c'est les vétos, en fait, ils apprennent même pas, ils le savent même pas qu'il y a eu un de leurs clients qui a voulu porter plainte, contre eux. Oui, OK. surtout. Qu'est-ce qui motive le fait de ne pas, parler de ça au véto? Je crois que c'était fait pendant un temps et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était, très anxiogène, tu sais, OK. d'avoir un mail, avec, oui, tel propriétaire a porté plainte pour telle et telle raison et en fait, vu que ça aboutit pas, ça génère quand même un OK. stress et une anxiété et du coup, ils ont arrêté de le faire et je OK. pense que c'est pas plus mal. Tant pis, ça restera un travail de l'ombre, tu vois? Ouais. Je pense que le fait de que les vétos, du coup, ne soient même pas inquiétés de ça, ça leur permet de travailler, de continuer à faire leur job, Mmh. sereinement. Je pense qu'il est important de préciser que le travail en sous-marin, que qu'on fait au niveau de l'ordre, quand on reçoit des plaintes et que la plupart des vétérinaires sont des fois même pas au courant, qu'il y a eu un courrier, de plainte, à leur encontre, il est possible, uniquement parce que les vétérinaires, dans leur grande majorité, font leur travail de manière, sérieuse et consciencieuse. Parce que s'il y avait des plaintes, vraiment sérieuses, ou qui étaient justifiées, là, effectivement, on fait le job pour lequel on est missionné, hein, c'est-à-dire de faire aboutir la plainte. Mais je pense que c'est important, de dire que c'est pas grâce à l'ordre, que les plaintes n'aboutissent pas, parce que c'est pas le cas, mais c'est, grâce au sérieux, de notre profession, et à l'engagement de notre profession, que qu'on peut se permettre, de faire ça. Parce que souvent, ces messages de colère qu'on reçoit ou d'incompréhension, c'est plus lié à un problème de communication entre le vétérinaire, et le propriétaire. Et donc du coup, nous, on vient juste, rajouter une petite couche de communication en expliquant au propriétaire pourquoi ça s'est passé comme ça, chez son vétérinaire pour qu'il comprenne mieux la situation et qu'il comprenne que finalement, son vétérinaire n'a pas, failli au code de déontologie. Hem, Après des fois, on a des propriétaires qui, malgré une plainte qui est pas fondée, veulent porter plainte. Donc ça arrive des fois qu'on ait des plaintes, qui aboutissent, non pas parce qu'elles sont fondées, mais parce que, quand on a un propriétaire qui insiste pour porter plainte, on est obligé, d'accéder, à sa demande. Oui. Après, moi, je partage complètement, ce que tu dis à propos de la communication et qu'il y a souvent c'est parce qu'on s'est mal, compris que ça part en vrille, et je crois qu'on sous-estime le besoin qu'a l'humain d'avoir un coupable pour, sa douleur, si je peux le dire comme ça, sans être, psychologue, clinicienne. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de pouvoir blâmer, une cause à leur douleur et qui préfèrent blâmer, les professionnels du monde vétérinaire plutôt que eux-mêmes pour avoir, par exemple, attendu 1 semaine avant d'amener, leur vieux chien, qui mangeait plus et qui commençait à pas être très bien. Je pense que vraiment ça c'est terrible parce que ça retombe, du coup sur les acteurs et les actrices, des cliniques vétérinaires. Mais, mais en fait, les gens, ils ont besoin de blâmer quelqu'un et ils sont pas prêts à prendre la charge, de leur responsabilité dans ce qui s'est passé pour leur animal. Et malheureusement, heureusement, je dirais plutôt, il y a l'ordre qui est là pour les aider à
peut-être le voir, à mieux comprendre en quoi les gens ont bien fait leur travail. Et il y en a qui, de toute façon, ne veulent pas l'entendre et veulent que quelqu'un paye. Et bon, bah, c'est un autre chemin qu'ils ont à faire et vous pouvez pas, protéger les vétos à ce moment-là si les gens, ils ont Ouais, décidé tout à qu'il fait. fallait que quelqu'un paye et que ce soit Après aussi la communication, on le sait, c'est la partie difficile de notre job et en consultation, c'est parfois compliqué ouais, de prendre le temps de communiquer correctement avec les propriétaires parce qu'on le sait on a des journées qui bien sont sûr. chargées. À l'ordre, tous les vétos qui sont au conseil de l'ordre, ils travaillent à côté, ils pratiquent à côté donc on est tout à fait conscient, des difficultés que tout le monde rencontre au quotidien parce qu'on rencontre les mêmes, en fait. Donc du Mmh. coup, ouais, je pense on le fait tous, avec plaisir pour rendre service, à la profession parce que, bah, les difficultés que tout le monde traverse, on les connaît, on les comprend pour les vivre aussi, nous-mêmes. Du coup, on va arriver à la fin de l'interview, Anna, et je voudrais voir avec toi s'il y a, un sujet, important, un truc, un dernier message, si tu pouvais, prendre encore 1 minute, pour faire passer un message, qu'est-ce que tu aimerais dire? J'aimerais dire, aux jeunes vétos de s'accrocher parce que, vraiment, je pense que c'est un métier qui peut nous apprendre, beaucoup, humainement et Mmh. je c'est vraiment une valeur ajoutée incroyable, heu, mais c'est un métier qui est très dur et donc je pense qu'il faut s'accrocher. C'est un peu comme une grosse randonnée où, Mmh. c'est dur pendant la randonnée et puis une fois que tu arrives en haut et que tu as la vue et que tu as ce sentiment d'apaisement et de sérénité, ben, tu te dis que tu as pas fait tous ces efforts-là, pour rien. Mmh. Donc ça vraiment, ensuite, clairement s'ils se sentent pas bien, dans le job qu'ils font actuellement, je pense qu'il faut changer de clinique avant de changer de métier et Ouais. ça vraiment, ça fait toute la différence. Mmh. Et puis quitte à faire, un jour comme moi, une clinique, sur mesure, hein. Moi, l'avantage, c'est que s'il y a quelque chose qui me convient pas, je peux m'en prendre à personne d'autre qu'à moi, hein, puisque je suis mon propre bourreau donc si je suis pas contente, c'est de ma faute. Donc voilà, si vous êtes aussi dans cet état d'esprit-là, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Ça fait peur, mais en fait, c'est faisable et Mmh. même seul, c'est vraiment, très faisable. Je pense qu'il faut dédramatiser, il faut demander de l'aide, faut se faire conseiller et Mmh. si vous le sentez, si c'est en vous, ne vous freinez pas. Faites-le. Moi, j'ai pas d'enfant. Au début, je m'étais dit: «Bah non», tu sais les croyances, je suis en train de repartir sur un nouveau sujet là, hein. C'est Ouais. mince. Mais vas-y, on peut prendre 1 minute pour que tu termines ça. Donc moi, j'étais dans la croyance de si tu veux faire des enfants, il faut les faire quand tu es salarié parce que ça, c'est les bruits de couloir qui courent, hein, c'est tout le monde dit ça. Ouais. Heu et puis, moi, pareil, c'était une des craintes pour ne pas me lancer à mon compte, c'est: «Mais j'ai pas d'enfants et si un jour je veux faire des enfants?» Et ben, en fait, c'est pas grave, il y a des femmes qui sont indépendantes et qui font aussi des enfants, ce n'est pas un frein à la reproduction. On s'organise différemment, il y a plein de choses qu'on peut faire, enfin, Mmh. c'est pas une fin en soi, enfin, c'est pas ça doit pas être un frein. Donc si vous le sentez, que c'est l'entrepreneuriat votre truc, il faut le faire. Et après, un petit message à tous ces patrons de cliniques, heu, je vous comprends maintenant. Je suis comme un enfant qui est devenu adulte et qui comprend tous les trucs que ses parents leur ont répétés dans leur vie, Mmh. la valeur des choses, la valeur du matériel, tout, tous ces petits trucs qui m'irritaient peut-être des fois un petit peu où je me disais: «Oh, oh c'est ils sont radins» ou «Oh, franchement on pourrait faire ça» et ben oui, mais non, c'est pas si simple, que ça et puis ouais, vraiment, ce sentiment d'être devenu adulte et de comprendre, du coup, la vie et les responsabilités des Mmh. adultes. Trop bien.
Merci beaucoup, Anna. S'il y a des vétos jeunes ou moins jeunes, ou des non-vétos d'ailleurs, qui ont envie de te contacter pour échanger avec toi, comment est-ce que tu aimerais qu'ils le fassent? Ils peuvent m'envoyer un mail ou alors ils peuvent me contacter sur la page Instagram de la clinique. OK. On mettra toutes les infos sur la page du podcast. Je te propose qu'on passe maintenant à notre dernière question pour clôturer ce chouette moment de partage. On va faire un saut dans le futur et j'aimerais bien que tu me dises le jour où tu arrêteras de travailler, que tu prennes ta retraite ou que ça s'appelle autrement à ce moment-là. Quel regard est-ce que tu aimerais pouvoir porter sur ta carrière? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir en dire finalement? C'est très rigolo que tu me poses cette question-là parce que ce que j'aimerais qu'on en retienne, c'est que j'ai aidé des gens. Tu sais, ces gens que j'aimais pas et à cause de eux, j'ai voulu faire vétérinaire parce que j'aimais pas les gens et puis finalement, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que j'ai aidé des gens. Que ce soit des propriétaires d'animaux ou que ce soit, des gens avec qui j'ai collaboré, des stagiaires que j'ai fait grandir, j'aimerais aider des gens. Trop bien. Merci beaucoup, Anna. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Oui, moi aussi, un grand plaisir. Et je souhaite à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là de passer une très belle suite de journée, quel que soit le moment où vous nous avez écoutés. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vétomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.